Il est 20h, vous êtes sur Campus Paris. Restez à l'écoute sur le 93.9, la journée ne fait que commencer. C'est l'Extraball! You fucking jerk! What's your fucking problem? Tout de suite parti à l'Extraball. Push a button! Push a button! Tu vois ce micro, Punk? C'est le micro le plus puissant de la planète. Push a button! Push a button! Attends, c'est pas l'Extraball? Jesus Christ! Not only are you young, but you're white! Oui, j'ai moi, dans les Extraball. La poésie, c'est fini. Bonsoir, lundi 24 novembre, l'Extraball sur Radio Campus Paris 93.9. Ce soir, une émission un petit peu sérieuse, parce que de temps en temps, il faut être sérieux. Il y a eu la journée internationale de l'enfance il y a quelques jours, le 20 novembre. Et ce soir, nous recevons Isabelle Aubry pour son ouvrage La première fois, j'avais 6 ans, un ouvrage sur l'inceste et sur son histoire personnelle. Bonsoir. Et puis on va parler de ça, et puis on va parler de sujets pas très très drôles, mais dont il faut parler. Mais des je sujets t'interromps pour te faire taire et pour te préciser qu'il y aura évidemment les chroniques de Juanito, dit Juan, dit Rampamini. Salut les chouchous. Combien d'alias a-t-il? Et aussi la revue de presse de Judith. Aussi viendront, je crois, ce que nous pouvons appeler les deux testicules du Parti Socialiste, Ouais. Martine et Ségolène, qui sont coincés dans le même slip, tu le sais, si je peux filer la métaphore. Ouais. Je crois qu'elles viennent dans la deuxième partie, Ah d'accord, après 21h. ok. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Isabelle Aubry, bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est un livre qui est dur. La première fois, j'avais 6 ans, donc on va plonger dans le sujet. Ça raconte votre expérience d'inceste avec votre père. Mhm. Évidemment, ça s'arrête pas là. Ça raconte une partie de votre vie jusqu'à maintenant. Oui. Ça va mieux maintenant. Apparemment, ça finit. C'est un livre qui finit bien. Je sais pas si on peut Dans dire le ça. combat. Dans le combat. Ouais. Et vous êtes là effectivement pour parler un petit peu de la situation d'autres enfants qui vivent peut-être les mêmes choses que vous en ce moment. Oui, en fait, j'ai 43 ans. Je suis l'une des rares à avoir un jugement à cet âge-là. Et donc, la première génération, en fait, à pouvoir parler ouvertement de ce qui se passe grâce d'abord à Internet, parce que notre association est née d'Internet. Alors, votre association Association internationale des victimes de l'inceste, l'AIVI. voilà. Donc, et à pouvoir parler haut et fort pour aider les enfants qui sont dans cette situation en ce moment. Et nous sommes de plus en plus nombreux, adultes, maintenant, à l'ouvrir, quoi. À l'ouvrir. Voilà. À en parler. On sait qu'il y a des histoires de prescription. Certaines procédures peuvent pas être entamées parce que ça fait trop longtemps. Oui, alors ça a été le premier combat de l'association. En fait, lorsqu'on a commencé à créer l'association, c'était pour ça. Et celle qui devait être présidente, s'est défenestrée parce qu'elle ne pouvait pas porter plainte. Donc on a attendu quelques mois, on a repris le combat et puis on est allé, on a fait un dossier, on a travaillé avec un député, on a manifesté devant le Sénat. Manifester devant le Sénat pour des victimes d'inceste, ça veut dire réunir 15 victimes, parce que les victimes d'inceste ne vont pas dans la rue comme ça, quoi. On n'a pas des centaines, ouais. Avec des masques, voilà, on a fait tout ça, ce qui a permis en fait de rallonger la prescription de 10 ans. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui pour une victime c'est plus 28 ans l'âge limite. Puisque c'était 10 ans après la majorité en fait. Voilà, maintenant c'est 38 ans. Attention sous certaines conditions. Ce qui était prescrit avant l'est toujours. Avant la loi, je veux dire, de mars 2004. D'accord, il faut que je ne peux pas faire des fausses joies aux gens en leur disant voilà. Il faut que ce soit intervenu après. Mais bon, ça peut laisser plus de temps. Parce que porter plainte, c'est un sacré parcours du combattant. Bien sûr. Et ceux qui sont victimes et qui veulent attendre d'être plus forts pour porter plainte, maintenant, ils peuvent. Voilà. Alors Isabelle, on va continuer à parler de ton livre, de ton association et de tout ça autour du chiffre que tu nous as donné avant de commencer l'émission, que potentiellement un auditeur sur 4 était victime d'inceste. Oui, concerné, oui. Donc, alors c'est un chiffre qui ça vient va nous faire des auditeurs. Oui,
Malheureusement, oui. Et ça, c'est sans compter tous les proches. Nous, par exemple, le trésorier de le secrétaire de notre association, il a appris à 45 ans que sa gamine était victime, et sa femme aussi. Du grand-père. De son beau-père. Ouais, voilà. D'accord. Il faut imaginer l'explosion dans sa vie. Ça peut être la petite amie ou le petit ami, les enfants. Donc ça fait encore plus de monde. Il y a des dommages collatéraux, on appelle ça, je crois. Ouais, en termes guerriers. Ouais. Parce que vivre avec une victime d'inceste, mon mari peut le dire, c'est pas coton tous les jours. Ça vous empêche pas de rigoler et des fois d'écouter Juan. Exactement. Dans l'extra-balle. Ouais, dans l'extra-balle. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Enfin, rigoler, il est pas très marrant. Non, il est pas tout le temps drôle non plus. D'accord, alors c'est un véritable tour de force. On va savonner la planche ce soir. Alors, est-ce qu'on m'entend dans mon super micro noir? Oui, c'est bon. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Enfin, c'est super débile, c'est très particulier pour moi de présenter ce morceau. Alors, dans le rap dit ghetto, disons qu'on n'accepte pas le rap humoristique, le rap débile, tout ça, on n'accepte pas. Le rap fluo. Non, on rigole pas. Ils acceptent pas, et il n'y en a qu'un seul qui a accepté dans le milieu de la mafia qu'un free et tout ça. Il n'y en a qu'un. C'est un rappeur très particulier qui s'appelle Chicken Boubou. Alors il a un nom un peu marrant, mais en fait il a non, il est pas drôle. Mais il est très dangereux. Il a pissé de rire. Mais... Et il a fait donc une reprise du classique de la mafia qu'un free qui s'appelle Hardcore, le classique du DLJ. Et il l'a transformé en pas de porc. Alors ça devient un espèce de quelque chose pour revendiquer le fait de pas manger de porc. Un hymne à la nourriture halal. Exactement. D'accord. Okay. Et on l'écoute tout de suite. C'est ça qui nous a amené. C'est un putain de classique. Redis quand est ton émission? Mon émission, c'est le dimanche à 20h. Mais carrément, mais oui, le dimanche, je me rappelle maintenant. Balance papa. Pas de porc. Tu manges pas de porc. Je mange pas de porc. Tu comprends pourquoi? Pas de concession dans mon assiette. Dès que je parle de porc, ça part en couille. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Faut de la sauce et du mouton sur ma semoule. Mais va pas me faire croire que bouffer du porc c'est cool. Je répète. Dès que je parle de porc, ça part en couille. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Faut de la sauce et du mouton sur ma semoule. Mais va pas me faire croire que bouffer du porc c'est cool. Alors pas de porc dans mon plat, mais pas une tranche de bacon. Garde pour toi ton putain de jambon de Bayonne. Comme si je vendais du chorizo de Barcelone. À Zinedine Zidane et à Akhenaton. Même si je gagnais un voyage en Thaïlande. Mon frère ni ses côtes, ni ses pieds, ni sa langue. Excès de porc au caramel au resto chinois. Les fêtes du cassoulet sur la conscience des renards. Les subventions que consacrent les mairies. Le sale groupe de rock des enfants de jury. Et que j'entends leur son pourri ma boucherie. Avec moi leur Ferrari et leur porcherie. La mortadelle comme entrée à la cantine. Ça sent avant le lard fumé dans leur cuisine. Les gros boudins qu'on accoste en plein Paris. Les sons du Chopa, tes concerts dans les brasseries. Aujourd'hui Che Guevara n'est plus. Mais mon combat contre les lardons continue. L'assaut violent des rognons sur les pauvres frites. Les grecs salades n'ont pas tout l'honneur qu'ils méritent. Niveau financier je suis sec. Et je constate que tous mes sauces aussi sont secs. Les rumeurs sur les partis politiques. Les entreprises Erta seraient leur bombe à fric. La vie en qui j'avais confiance. Je tapais des rillettes pendant mon absence. Pourtant on s'est réconciliés au final. Dans un resto marocain cachère et halal. Plus de porc sinon je la fous dehors. L'expression un porc export finit par porc. Comme un porc mange mon invité de ce soir. Ami d'un ami du cousin de Joe Star. S'il savait que dans son assiette il y avait son de porc séché, ratatiné. Il serait sûrement moins un but de sa personne. Il parlerait moins de lui mais plutôt du vol. Doudou n'accuse le chirurgien de Michael Jackson. Et de l'oreille qu'aurait mordu Mike Tyson. Les scènes cochons le samedi soir sur le canal. Les scatophiles d'esclaves de matière fécale. Pour eux, je voterai la peine maximale. Devenir flic au procureur d'un tribunal. Si par malheur le porc prenait forme humaine, tiendrait les propos de ce bâtard de Le Pen. En microphone imitateur Chicken Boubou.
mange pas de porc. Nous on mange pas de porc jusqu'à la mort. Nous on mange pas de porc. Nous on mange pas de porc. Nous on mange pas de porc jusqu'à la mort. Pas de porc, pas de porc, pas de porc jusqu'à la mort. Ouais gros, c'est de la cafre pas fiable, c'est la même, c'est la famille tout ça. Dédé Corona, Idalgie, comme tu sais. Ouais gros. Pas de porc, on te l'a dit, pas de porc, on te le dit, pas de porc, on te le redit, pas de porc, on te l'a dit, pas de porc, on te le redit. Alors c'était Chicken Boubou et je suis vraiment convaincu. Plus jamais de saucisse, plus jamais de voilà. T'as pas mal choqué notre réalisateur qui est de Bayonne et j'ai entendu jambon de Bayonne. Oui. Moi j'en mange, désolé. Ben oui, non mais écoutez, moi je pense qu'on mange ce qu'on veut. Alors si c'est pour des raisons religieuses ou de croyances, vous arrêtez, mais vous laissez pas non plus influencer trop. Faut manger n'importe quoi, c'est mieux. Moi j'ai mangé une tête de veau hier, c'était bizarre, mais c'était pas mauvais. Manger n'importe quoi et écouter n'importe quoi. Alors où peut-on trouver ce magnifique titre en famille? C'est complètement introuvable, j'ai trouvé sur un disque qui était donné à la fin d'un concert, mais je pense qu'on peut l'écouter sur radiocampus.org dans le podcast de l'Extrabal. Complètement, et sur le podcast de ton émission aussi. Carrément. Mais complètement. Comment vous le faites bien? J'ai beaucoup d'informations exotiques dans mon boulot et j'ai entendu des histoires. Vous parliez du www.radiocampusparis.org. Exactement. C'était ça le sous-texte. On retrouve Isabelle donc pour son ouvrage La première fois j'avais 6 ans. On va peut-être faire, c'est difficile de résumer, mais enfin faire un petit résumé quand même. Un petit résumé. Alors, en fait, j'ai été victime de mon père à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Mes parents se sont séparés et il se trouve que je me suis retrouvée seule avec mon père. Et à ce moment-là, non content de me violer, eh bien, il m'a prostituée. Parce que d'abord on consomme ses enfants, après on les échange et puis après on s'aperçoit que ça rapporte de l'argent. Alors c'était où Porte Dauphine. Ça commence dans des voitures et puis après on va chez des gens. Tu es parisienne? Je suis bretonne, mais là j'étais émigrée à Paris. Et voilà, et ils m'emmenaient là, et effectivement avec des gens, des couples qui étaient là, et on allait dans des appartements. Donc belles adresses parisiennes. Voilà, cette grande période qu'on voit comme une période hyper libérale, les années 70 où les gens s'amusaient follement, c'était pas que ça quoi. Non, surtout que moi j'avais 12 ans et demi, 13 ans quoi, donc ok j'étais grande, mais enfin en taille, parce qu'il me faisait passer pour sa femme. Donc, mais ça effleurait personne en fait mon âge, ce qui fait que après, lorsque j'ai porté plainte, la seule personne qui était au courant de ce qui se passait, c'était ma voisine. C'était Françoise. Voilà, et Françoise Abeille, ma voisine. Et parce qu'elle a vu que j'allais mal, alors elle m'a posé plein de questions et elle a fini par me faire craquer. Je vais tout raconter. C'est la première personne à qui vous avez parlé? Oui, il me semble, oui, que c'est la première. C'est parce que c'est la première qui posait des questions, tout bêtement. Voilà. Sinon, j'aurais jamais rien dit. Et puis, j'avais tellement la trouille de mon père que. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas normal dans ma vie, je devais avoir 14 ans, j'ai réalisé que c'était pas normal ce qui m'arrivait. Donc, j'ai commencé à retourner vers ma mère. Et à ce moment-là, au moment où j'ai quitté mon père et j'étais chez ma mère, ma voisine a appelé ma mère et elle lui a tout dit. Voilà, et donc elle ne savait rien, elle s'était pas rendue compte de rien. Non, elle voulait pas se rendre compte. Voilà, je sais pas. Mais sa première réaction, c'est d'arriver en larmes. Enfin, oui, d'abord elle a pas voulu croire. Si après, elle a été obligée parce qu'il y avait quand même 2 adultes qui lui ont dit que c'était vrai et tout. Donc elle est venue, elle m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui, elle m'a emmenée au commissariat. Et de là est partie une instruction qui a été très rapide qui a duré 1 an. Aujourd'hui, il faut compter au moins 4 ans. Ah bon? Oui. Et c'est très long. On parle pas non plus du 19e siècle, c'est il y a quelques années, mais c'était peut-être une époque aussi où c'était moins facile de convaincre la police ou les juges. Alors, je trouve que le travail a été très bien fait à l'époque. À partir du moment où j'ai parlé le soir, 4 heures, je crois que j'ai eu 4 heures d'audition. Le lendemain matin, mon père a été arrêté.
la perquisition a été faite tout de suite, donc les preuves ont été relevées tout de suite, ce qui n'était pas le cas par exemple dans l'affaire Doutreau où ça a mis 2 mois. Ouais, bien sûr. Donc et ils ont trouvé tout de suite plein de preuves. Et puis mon père, il avait des carnets, tous les vêtements qu'il me faisait porter, il y avait des photos. Il a avoué. Voilà. Et après, ils ont cherché les gens. Voilà. Donc ils ont cherché, ils ont fait des rafles. Paraît-il que c'était une grosse affaire à l'époque, mais moi je planais tellement. En fait, j'étais. Vous habitiez où? À Fontenay-sous-Bois. D'accord. Non, mais t'étais chez ta mère? J'étais chez ma mère, oui. Voilà. Et donc moi j'ai subi cette instruction qui était vraiment très dure, hein, parce que c'est la justice, elle est pas faite pour les enfants, quoi. J'ai fait une tentative de suicide parce que j'en pouvais plus. Des expertises, des contre-expertises de gynécologie, psychiatrique, des interrogatoires chez le juge, vraiment, je n'en pouvais plus. Mais la justice, c'est rarement faite pour les victimes, finalement. Oui, alors faut mieux pas être un enfant en plus, hein, parce que alors là, c'est vraiment pas adapté. Imaginez que je vous dise, racontez-moi votre dernier rapport sexuel. Dans le détail. À vrai dire, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus. Donc, voilà, avec. Attends, c'était avec une fille? Je sais plus. Voilà, avec les positions et tout. Faut tout raconter. C'est gore. Enfin, mais c'est dans la précision que réside la vérité, entre guillemets. Oui, et puis il faut surtout pas se contredire. Alors que même un adulte, il n'est pas capable de se souvenir de tout. Alors un enfant, carrément, il faudrait qu'il ait un agenda des viols avec ce qu'il portait ce jour-là. Et puis s'il se contredit, pof, et il perd de la crédibilité, alors que c'est normal qu'ils se contredisent, parce qu'on n'a pas les mêmes repères dans le temps. Moi, je me souviens par rapport à mes dates d'anniversaire, à les rentrées scolaires, à Noël. Voilà. La conception du temps d'un enfant, de toute façon, est complètement différente. Absolument. Alors que la juge, elle voulait des dates, quoi. Elle voulait des dates et tout le temps, je me sentais remise en cause. Donc. Mais est-ce qu'on peut revenir, Isabelle, sur la manière dont tu as décidé de parler finalement? C'est bien une voisine qui a prévenu ta mère et c'est ta mère qui t'a convaincu de porter plainte. Comment ça se passe exactement? Toi-même, tu t'es dit, tu savais que tu avais la possibilité de porter plainte? Comment... Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle m'a posé la question, j'ai dit oui, elle m'a dit on va au commissariat, je l'ai suivie. C'est-à-dire que moi. Donc c'est bien un adulte qui t'a amené au commissariat. Voilà, j'étais un zombie en fait. La seule chose qui m'importait, c'était de sortir des griffes de mon père. À partir de là, le reste, j'étais une poupée de chiffon. Alors, ce que tu dis au début de ton livre, c'est que les familles des deux côtés sont tout à fait normales, voire carrément adorables. Tes grands-parents des deux côtés sont très gentils, tu les aimes beaucoup, ils s'occupent très bien de toi. Les parents de ton père, qui s'appelle Renaud, les parents de Renaud sont des gens adorables. Oui. Et puis voilà, en fait, la monstruosité apparaît comme ça d'un seul coup dans une famille, en fait. Bah oui, c'est-à-dire que par exemple mon grand-père, il avait le choix entre accepter que son fils soit un monstre ou rejeter sa petite fille et rejeter sa petite fille. Non, je dis n'importe quoi. Soit rejeter son fils, soit rejeter sa petite fille. Voilà, donc comme dans la plupart des cas, c'est la victime qui est rejetée. Voilà. Donc, nous, on a fait un bouquin issu des groupes de parole sur révéler l'inceste à son entourage. Et on s'est, à partir de 50 témoignages de victimes adultes, et on s'est aperçu que vraiment les dernières personnes à qui il faut parler, c'est sa famille. Il faut parler à des gens qui sont extérieurs. Voilà, qui sont pas concernés et qui, donc, on va avoir une neutralité et vont pouvoir aider. Parce que la famille, 9 fois sur 10, on se fait on a tendance à mettre le couvercle sur la marmite. La famille ou la communauté en général, c'est un écrivain, j'ai oublié son nom, qui a été dénoncé à un prêtre pédophile, ou un moniteur pédophile il y a quelques années. Tison. Je crois que ça, oui. Oui, je crois que c'est Christophe Tison. Il était externe au village et en fait tout le monde savait plus ou moins et il est arrivé et il a emmené lui-même d'ailleurs le coupable au commissariat. Je sais plus si c'est ce nom-là, mais en tout cas l'histoire est véridique. L'histoire est véridique, c'était il y a 2 ans. Ouais. Ok. Donc, et l'association, alors rappelez le nom de l'association tout de suite. L'Association internationale des victimes de l'inceste, c'est aivi.org. Ouais. Donc, on ne fait pas d'aide directe aux victimes parce qu'on n'a pas la structure pour ça.
En revanche, on peut venir se connecter, discuter avec d'autres victimes ou des proches de victimes, être entendu. Et puis, quand on est dans une situation un petit peu difficile, l'exposer. Et puis les autres viennent dire, moi aussi ça m'est arrivé, alors j'ai fait ça. En fait, c'est plutôt de l'entraide que de l'aide. Et ça marche très bien. Il y a 1600 membres. Très bien. Voilà. aivi.org. Radio Campus Paris avec Mathieu Bogart, c'était Bandit. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Oui, absolument, RTL2 93.9. Nous interrompons nos programmes car l'Extraval diffuse une interview très intéressante d'Isabelle Aubry qui publie la première fois, j'avais 6 ans. Alors faut dire les éditions, ça fait sérieux. Les éditions Aux éditions. Aux éditions. Ouais. Donc c'est un livre sur l'inceste. Alors il y a un super bandeau avec écrit un témoignage bouleversant. Et quand on fait le tour du livre sans l'avoir ouvert, on se dit que tout va être décrit, tout va être expliqué. C'est la volonté de départ ou... Alors c'est pas du tout ça. Non, c'est plutôt pudique et respectueux. Ouais. Il n'y a pas de scène gore. Combien de temps tu as mis pour écrire ça? En fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai fait en collaboration avec Véronique Mougin. Ouais. J'aurais jamais pu. Déjà, je lui ai raconté ma vie pendant 3 semaines. Tout goubé, tout. Oui, la pauvre. Et c'était aussi éprouvant pour elle que pour toi. Je crois, plus pour elle, je crois. Ouais. Et elle a sorti ça et c'est pas lourd. Enfin, non, c'est ce que tout le monde me dit. C'est pas lourd. D'accord, donc faut plonger dedans. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Non, le but c'était pas de montrer ce qu'est l'inceste dans le détail, c'était de montrer les conséquences que ça peut avoir, aussi ça permet de repérer chez un enfant quels sont les signes qu'il peut envoyer quand ça va pas, et puis dans la vie adulte tout l'impact de familial, social, professionnel, et puis comment on peut se relever, le travail que j'ai fait pour me sortir de là, que je continue à faire,
Et enfin le combat, parce que Je crois que c'est le prolongement, le combat, après s'être relevé. Je pourrais pas faire autre chose, c'est-à-dire que ma vie n'aurait pas de sens si je combattais pas ce fléau de santé publique aujourd'hui. Non, ça aurait pas de sens. Est-ce que tu peux en plaisanter, par exemple ? Alors, pour vous avouer tout, entre victimes, on fait un humour vraiment abominable sur l'inceste, qu'on n'oserait même pas faire devant des non-victimes. Donc, je ne ferai pas de blagues. D'accord. On n'en fera pas. Donc. Mais bon, ça dédramatise un peu, parce que c'est vrai que comme c'est un sujet lourd, bon, entre nous, on le... Voilà. Besoin de soupape. La condamnation de ton père a malheureusement pas été la fin, entre guillemets, de tes problèmes, de tes soucis. Non, ma mère avait le don pour choisir ses maris, parce que après le premier, le deuxième s'en est pris à moi, il m'a mise enceinte, j'ai avorté et voilà, et ça n'a pas été facile non plus. Et bon, j'ai même pas pensé à porter plainte, parce qu'un deuxième parcours, non merci. Bref, j'ai réussi à ce que ça s'arrête en lui disant non, parce que à 17 ans, quoi, je crois, j'ai dit non. Et là, j'ai commencé ma vie avec mon premier choix de vrai petit copain à moi, quoi. Voilà. Donc, alors, ça a été affectivement pour moi le plus dur. Ça a été de construire une vie de famille. Et de créer une relation donc, normale avec un homme. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a pris, c'est arrivé à 37 ans. Voilà, donc un gros boulot, psy à fond. Psy à fond, ça veut dire quoi ? Des séances de psy ? À partir de 23 ans, j'ai commencé à 23 ans, jamais arrêté. Et puis la naissance de mon fils, à 24 ans, ça a été très très important, parce que d'abord je voulais un garçon, et puis je voulais être responsable. Il me fallait être responsable d'une vie pour rester en vie. Et donc j'ai eu un garçon, et tout mon challenge, ça a été arriver à l'élever et ne pas lui en mettre plein la figure, enfin ne pas lui faire porter mon fardeau, quoi. Qu'il devienne un enfant normal, épanoui, un adulte heureux. Voilà. T'as l'air de beaucoup l'aimer dans le livre, tu dis qu'il est formidable. Bon, évidemment, c'est ton fils, c'est normal. Mais, mais en vrai, il est formidable. Il est vraiment formidable. Mais tu lui as dit, tu vas lui dire, il sait pas. Et il vient de finir le livre. D'accord. Il sait depuis qu'il a 10 ans à peu près. Quand j'ai commencé le site, il est venu, puis il a regardé sur l'écran, il me dit c'est quoi l'inceste explique. Alors bon, je lui ai expliqué. Voilà. Avec des très simples, je lui ai dit voilà, l'inceste est quand quelqu'un de la même famille impose des relations sexuelles à un enfant de la famille. Moi, c'était mon père. C'est interdit. C'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Il m'a dit bon, d'accord. Voilà, il a compris. Très bien. On va continuer à parler de ton livre, de ton association, mais il y a des obligations dans l'Extra Ball. Il y a le disque de la semaine, le lundi. Oh, I love this record, baby. It's a very, very nice record. Et malheureusement, cette obligation passe par l'écoute de la voix de Florent. Mais je peux m'en aller sinon, si tu veux. Tu veux peut-être parler comme ça, avec une voix de canard, pour voir. Non. Ok, d'accord. Non. Ok, d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Le disque de cette semaine, c'est le 3e disque d'un groupe qui s'appelle Uzi and Harry. Alors derrière ce nom énigmatique ne se cache pas un duo du tout. Il y a une tête pensante, une seule derrière ce nom. Il s'agit d'un Américain qui vient de sortir donc ce 3e album qui s'appelle Headworms, ça veut dire tête de ver de terre, si je me trompe pas. Pour le style musical, on oscille un petit peu dans une vague pop mélancolique teintée d'électronique. Ça peut faire beaucoup penser à du Radiohead période Kid A. On les avait découverts il y a 2 ans de cela avec un 2e album qui s'appelait It's Freezing Out, qui était vraiment extrêmement beau. Alors c'est le genre de groupe qui sort encore des disques, qui tourne et qui n'a pas forcément le succès escompté. Alors je voulais réparer cette injustice cette semaine. Tu vas la réparer. Grâce en à passant, toi. En fait, donc, ça
ça veut plutôt les gens dire vont se précipiter verre de terre de tête. sur leur ordinateur pour le télécharger gratuitement. C'est verre de tête que ça veut dire. Ou verre de tête, oui. Ouais. En tout cas, un très bel album, très beau, très bien arrangé, avec cette voix, vous allez vous rendre compte, hein, qui fait vraiment penser à du Tom York, mais ça reste malgré tout un très bel album de pop, plutôt original. C'est dansant N.A.R.U. Pas vraiment, c'est plutôt bien mélancolique, il y a des cordes, plutôt pas pour mal de manger beats des tartines électroniques le matin, comme ça. dîner dans le C'est noir. un excellent disque de Musique, mois de novembre. Musique de Voilà, voiture. c'est ce que je voulais dire, C'est manger un des excellent tartines disque au de mois de boîte novembre en noire. attendant que sa voiture chauffe. Voilà, Uzi N.A.R.I. Et le titre s'appelle, cher réalisateur, Wolf Eggs. Wolf Eggs. Les œufs de loup, voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben Florence se souviendra dans 10 ans que c'est toi qui l'as amené ce disque. Voilà. Le disque de la semaine, c'était Uzi N.A.R.I. avec Wolf's Eggs. Vous avez un truc à me demander? Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Alors, ce stage pour perdre ton accent, Ludovic? Ça avance, ça avance. Hein, C'est moyen encore. Hein. Dis-nous fond de teint pour voir. Extra balle. Essaye d'imiter un peu le type qui ressemble à Tom York qu'on vient d'écouter. Non, je ne peux pas, désolé. Une autre fois. Une baguette de pain, fais un effort. Mais ça suffit. Bon. On retrouve notre invitée Isabelle Aubry pour son ouvrage La première fois j'avais 6 ans. Donc on parle d'inceste si vous prenez l'émission en cours. Tu es donc dans une association, la IVI. Vous êtes en relation avec les instances gouvernementales, la justice. On a l'impression que depuis Outreau et donc
la parole des enfants qui a été mise en doute, et puis apparemment ils avaient raison puisque c'était pas vrai. Depuis, il y a une espèce de retour en arrière et qu'on fait plus confiance aux enfants. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une chose qu'on oublie souvent dans l'affaire d'Outreau, c'est que quand même, il y avait 12 enfants victimes. Il y avait des vraies victimes et des vrais coupables. Oui, on oublie, c'est vrai. Il y avait 12 enfants reconnus victimes. Bon, mais ça, on n'en parle jamais. Au départ, oui. Il y avait effectivement des parents qui échangeaient leurs enfants et qui les violaient. Et, ça, c'était le noyau de base. Et comme c'était connu dans la cité, tout le monde voulait se revendiquer de cette... En fait, Outreau, c'était une affaire d'inceste. Mais on disait que c'était une affaire de pédophilie, mais c'était une affaire d'inceste. Ça restait dans la famille, en fait. Oui, principalement. Après, il y a eu échange, mais au départ, c'est la famille. Donc la parole de l'enfant, oui, c'est vrai que c'est déjà été un gros travail de la mettre en avant, d'amener à ce qu'elle soit écoutée. Mais alors là, c'est vrai qu'on a fait un bond de 10 ans en arrière. Et en plus, nos lois ne sont pas bien adaptées. Donc nous, on se bat pour que l'inceste soit inséré dans le code pénal. Il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est la première chose qui m'a choquée quand j'avais 15 ans. Ça aurait quoi comme conséquence qu'il soit inséré dans le code pénal ? Eh bien, d'abord, ça éviterait qu'on on considérerait qu'un enfant victime d'inceste, par exemple, il n'a pas à donner ou pas donner son consentement. Alors qu'aujourd'hui, un enfant victime de viol par son père, il faut quand même prouver qu'il n'était pas d'accord. C'est quand même assez fou. Voilà, c'est-à-dire que moi, on m'a demandé si j'étais consentante ou non. J'ai dit, je sais pas. On m'a dit, est-ce que tu as dit non ? J'ai dit, non, j'ai pas dit non, quoi. C'était mon père. Bon, alors, consentante, pouf. Donc, c'est pas un viol. Alors, on le requalifie en quoi ? On le requalifie en atteinte sexuelle. C'est-à-dire que notre loi est suffisamment perverse pour prévoir un chef d'accusation dans lequel un enfant est d'accord d'avoir eu des relations sexuelles avec son agresseur. Ça paraît complètement aberrant, vu la tendance actuelle à combattre la pédophilie tous azimuts sur Internet, partout. Oui, en fait, quand on se penche un peu sur la loi et quand on en parle comme ça paraît aberrant pour tout le monde, quand j'en parle. Mais c'est ce qui se pratique. Puis ça arrange bien tout le monde parce que comme ça, on déqualifie les viols aussi. On les passe. Ça fait c'est mieux pour les statistiques en fait. C'est surtout que ça coûte beaucoup moins cher. Et puis nos cours d'assises, de toute façon, elles sont déjà occupées quasiment à 80% par les affaires d'inceste. Elles sont ras la figure. Elles mettent plusieurs années à tout encaisser. Donc si elles devaient réellement juger toutes les affaires d'inceste, il faudrait 15 ans d'attente. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On déqualifie, on va en cour correctionnelle. Déjà, il n'y a pas de jury donc. Pas de jury à payer. Ça dure 1 heure au lieu de durer 2-3 jours. Et pas de partie civile à indemniser. Et puis voilà, l'affaire est jouée en 1 heure ou 2, quoi. Il y a quelque chose juste que je comprends pas parce que je suis pas un spécialiste du droit. C'est-à-dire que comme l'atteinte c'est qu'est-ce que vous avez dit ? Atteinte sexuelle. L'atteinte sexuelle est pas pénale, on va pas devant la cour d'assises, c'est ça ? C'est pénal quand même. Je comprends. Oui, c'est du pénal, mais on va devant la cour correctionnelle. D'accord. Où là, en fait, ce ne sont pas, c'est pas des crimes, c'est un délit en fait. C'est un délit, et puis c'est pas un jury populaire qui juge. D'accord. Ce sont 3 juges professionnels. Ok. Voilà, et ça va beaucoup plus vite. Et l'inceste, lui, n'est pas un délit ? Il n'existe même, il n'est même pas nommé dans le code pénal. Il n'y a pas de mot pour ça. Donc il y a juste le viol sur personne mineure, mais il n'y a pas le crime d'inceste. Non, il n'existe pas. Il y a viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Voilà, c'est tout. Et nous, on veut insérer l'inceste. 1, parce que, donc, je vous ai dit, enlever cette histoire de consentement. 2, parce qu'on considère que l'inceste est d'abord un meurtre psychique. Parce qu'il y a l'affaire du lien de sang et de la relation entre les protagonistes qui est différente qu'avec un étranger. Il y a une affaire de pouvoir et puis de renversement. On devient la femme de son père. Moi, j'étais la mère de ma sœur. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça, ça détruit complètement un enfant. Après, alors ça, la loi n'en tient pas compte. Est-ce que tu voudrais rencontrer cette jeune femme qui a été enfermée en Autriche, dans sa cave comment elle s'appelle, Natacha, je ne sais plus. Kampusch, c'est ça. Tu as entendu parler de cette histoire ? Oui.
Alors elle a été enlevée par un pédocriminel. Ouais. Donc c'est autre chose. C'est pas de l'inceste. Je croyais que c'était son père. Par contre, il y en a une autre. Après, il y a eu 2 affaires en Autriche. La suivante, effectivement, la femme était séquestrée par son père depuis des années. Il y en a eu une en France aussi, l'affaire de Lydia Guardo. D'accord. Où elle a été aussi séquestrée. Elle a eu 6 enfants. Son père, et tout le village était au courant. Tout ça, je te pose cette question parce que finalement il y a il y a de temps en temps des affaires qui ressortent, mais c'est la partie immergée de l'iceberg, on en est sûr. Hein. Ah oui, c'est très très peu par rapport à la quantité. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est parce que l'inceste est très courant qu'on ne veut pas le mettre comme crime ? C'est possible parce que ça ferait beaucoup de boulot. Si vraiment on s'en occupait, ça ferait beaucoup de boulot. On n'aurait pas les moyens. La justice n'aurait pas les moyens aujourd'hui de traiter correctement le crime d'inceste. Alors que les Canadiens, eux, l'ont fait il y a bien longtemps. Ils ont créé un crime d'inceste et ils l'ont en plus rendu imprescriptible. Et quel est le résultat finalement sur la société canadienne ? On constate moins d'inceste au Canada ou... Non, je pense pas qu'il y en ait moins, mais simplement les victimes sont bien mieux prises en charge. Mais elles parlent. Ouais. Et les agresseurs sont pris en charge aussi, parce que là-bas, ils ont des centres pour les soigner, et c'est intégré dans leur parcours pénitentiaire. Parce que ça devrait être en France aussi, et pas seulement pour l'inceste d'ailleurs, pour plein d'autres choses. Mais bon, on n'a pas d'argent en France, alors le mieux c'est qu'on fasse rien. Les Canadiens, ils ont eu une sorte d'affaire d'Outreau il y a 25 ou 30 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, est-ce que nos enfants sont bien protégés dans notre pays ? On ne sait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va nommer des scientifiques qui vont étudier le truc. Et puis ils vont nous le dire. Donc ils ont nommé le comité Bagley, qui a tout étudié en faisant des vraies études. Et qui a rendu des propositions, qui a dit non mais c'est la catastrophe, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on dit que les Canadiens sont en avance. Mais parce qu'ils ont eu c'est comme... On découvre le sida, hein, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'isoler le virus, de trouver un remède, de former les médecins. Voilà, ils ont eu un processus scientifique et intelligent pour traiter le problème. Nous, en France, non. On a quand même fait une réunion avec des politiques qui bougeaient les bras. Ouais, non, mais attendez, voilà, ça c'est la spécialité française. On va sûrement faire une autre réunion demain. À quelle heure arrivent les journalistes ? Je suis pas maquillé, c'est pas possible. Voilà, ça c'est comme la défenseur des enfants qui va écouter les. Pardon. Juste la défenseur des enfants, c'est qui en fait ? Parce que tu as une prise de bac avec elle, mais qui est-ce ? Alors c'est une personne qui est une instance. Elle est nommée par le président de la République, c'est-à-dire elle ne dépend de personne. Hein, normalement, personne n'a de pouvoir sur elle. Elle a un beau budget d'1 700 000 €, je crois. Et elle est censée défendre les enfants. Mais elle ne peut pas intervenir au cours d'une procédure judiciaire. Voilà. D'accord. Et tous les ans, le 20 novembre, Journée nationale des droits des enfants, elle rend un rapport thématique. Et cette année, c'était sur la place de l'enfant dans les séparations conflictuelles. Donc les problèmes de partage d'enfants, garde... Voilà, etc. Voilà. Et donc, bon, j'ai lu ce rapport, moi j'ai fait des bonds de 15 mètres, et il se trouve que pour cette journée-là, on s'est retrouvés dans une radio côte à côte, et que la première chose qu'elle ait dite... pour parler de son rapport, c'est de parler du syndrome d'aliénation parentale, des fausses allégations. Une remise en cause de la parole des enfants. Une remise en cause de la parole de l'enfant. Et elle ne connaissait pas les chiffres de l'inceste, elle ne savait pas comment étaient traitées les affaires d'inceste. Voilà. Et elle ne disait pas surtout que ce fameux syndrome d'aliénation parentale, en gros, hein, il y a un parent qui est aliénant et qui va manipuler l'enfant pour le prendre, voilà, ouais. Et puis voilà. En fait, ce syndrome a été inventé par un psy américain pour discréditer la parole de l'enfant et celle du parent qui va le protéger. Et lui-même, et celui qui est accusé d'aliénation parentale, c'est le parent, pas l'enfant. Donc votre enfant, il vous dit j'ai été victime. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à la police, vous portez plainte, et là on vous dit mais attention, hein, si vous portez plainte, on va placer votre enfant. Ah oui, parce que vous êtes aliéné.
Voilà, et ça commence comme ça. Et puis plus vous allez vouloir défendre votre enfant, plus on va vous dire que vous êtes aliéné. Que vous êtes fou. Et alors ce psy était pédophile, c'est avéré. Il tenait des propos pédophiles, il était sérieusement allumé, il s'est tué à l'arme blanche à coups de couteau. Et aujourd'hui, notre défenseur des enfants cite ce Richard Gardner dans son rapport. Et quand elle parle de fausses allégations parentales, elle ne connaît même pas l'étude qui a été faite au ministère de la Justice en 2002 et qui dit que les fausses allégations, c'est 7 pour 1000. Ouais, c'est tout à fait minoritaire. Elle ne le sait pas, ça. Alors, moi, je m'énerve. Enfin, franchement, je... ça va être une copine de Rachida Dati. Je crois qu'elle cherche un boulot, c'est ça, non? Énergie 93.9, on te passe que 1 minute de disque. C'est trop bien. Mais il faut de la pub alors maintenant. Mets de la pub. Si t'en veux plus, va l'acheter. SMS, ouais, avec des SMS et des sonneries. N'hésite pas. On va dire qui c'est quand même. Oui, dis qui c'est quand même. Mais non, on le dit pas. Non, on va sur notre site internet pour savoir qui c'est. C'était Be Alone avec Time Is Love. J'aime bien en fait. Mais oui, c'était très bien en plus. Mais oui. Retrouvez de la bonne musique à 21h, je le dis maintenant avant de l'oublier, Iconotache avec Florent. Eh mais t'es un minable. Et tu te crois le meilleur journaliste du monde. Mais c'est incroyable. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Aubry qui publie chez O Édition. La première fois, j'avais 6 ans, donc les chroniqueurs continuent de défiler devant vos oreilles ébahies. Maintenant, c'est Judith. Bonsoir. Ah, Bonsoir. mais oui, c'est vrai, Bonsoir. Judith. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, David et Fred, c'est comment être snob, à votre avis, aujourd'hui ? Comment être snob ? Oui, comment être snob ? Je sais pas, moi, en mettant des pantalons velours côtelés. Et non, car si on en croit la définition de l'écrivain membre de l'Académie française, donc pas n'importe qui, Jean-Marie Roy. Non, Jean-Marie Roy. Ah, Jean-Marie Roy, il est snob, ouais. Ouais, il est snob. Et bah, pour être au comble du snobisme, il suffit Lui, il a des d'encenser... pantalons de velours côtelés. Tu crois qu'il a des pantalons de velours côtelés ? Carrément, il a tenu pendant 20 ans une boutique qui vendait des journaux. Ils doivent tous avoir des pantalons de velours côtelés en même temps. Alors, souvent, ils ont pas de pantalons, mais ça se passe qu'ils perdent la boule, c'est pour ça. Alors donc, selon ce mec, Jean-Marie Roy, qui porte des pantalons de velours côtelés, pour être au comble du snobisme, il suffit d'encenser le PS aujourd'hui. Car c'est ce qu'il dit au Nouvel Observateur qui a fait un dossier Comment être snob, l'histoire du snobisme. Il déclare « Être snob, c'est être obstinément à contre-courant, en proclamant que le pape est moderniste et que Sarkozy n'en fait pas assez, et finalement en votant Hollande en 2012. » Et le capitalisme, de toute façon, notre avenir. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça du snobisme en pour lui. En votant Hollande en 2012. Mais oui, mais il est pas complètement côté. Enfin, bon, tant pis. On lui en veut pas. Et ça veut dire quoi ? Ça vient d'où snob ? Moi, je sais pas. Alors, ça vient du latin snu, je sais plus trop quoi. Ah. Et ça veut dire sans noblesse en fait. C'est les mecs qui étaient pas nobles et donc on faisait des tonnes. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. D'accord. Ouais, voilà. C'est fou ça. Eh oui. Et oui. Isabelle, tu t'appelles Isabelle Aubry, c'est un rapport avec Martine Aubry ?
Non mais je vais lui écrire, je vais lui dire qu'elle aille se planquer parce que depuis qu'elle est revenue, on me pose la question tous les 5 minutes. D'autres news, Judith? Alors, ça, t'aurais pu nous dire si c'était un homme mais ou voilà, pas. on aurait pu. Oh là là, mais ça c'est nul. Ah, mais on sait peut-être pas qu'on se moque de Martine Aubry, mais c'est vrai qu'elle est pas très. Mais on s'en fout qu'elle soit moche. Mais c'est vrai, Mais on c'est s'en pas fout complètement. Alors, C'est quand même Sarko, rien, il est elle est moche très comme un jolie, fou. elle est nulle. Bah voilà, non, mais Et c'est vrai. Sarkozy est moche et nul. Ouais, voilà. Ouais, en fait, c'est vrai. Ça a rien à voir. Donc, alors, parce que vos éditorialistes cette semaine se déchaînent contre le Parti Socialiste. Ils l'appellent le PS comateux dans Marianne. Un congrès de rien pour politis. C'est joli, hein? C'est joli, c'est politis, ils sont intelligents. Ouais. Un parti qui refuse de grandir pour Jean-Daniel du Nouvel Obs, éditorialiste du Nouvel Obs. Lui, il refuse de mourir. Ouais, Jean-Daniel, c'est plutôt bon. ça, Ou encore donc le Nouvel Hebdo vendredi qui reprend les blogs directement, qui les imprime, qui titre Nouveau PS, plein de chefs et pas d'idées. Donc ils sont sévères. Mais il y a encore un socialiste Toujours pas de plutôt. chef. Non, c'est plein de chefs, pas d'idées. Oui, mais toujours pas de chef. Oui, toujours pas de chef, si tu veux. Mais il y a encore un socialiste, ou plutôt un communiste, qui a la cote en ce moment dans le Nouvel Obs, c'est Karl Marx. Car on nous apprend qu'il avait prévu la crise économique. C'est toujours le même Jean-Daniel, donc qui refuse de mourir pour vous, qui évoque dans un entretien qu'il a interviewé un jour Michel Rocard, et Michel Rocard lui a dit « Marx annonce une crise encore plus grave que les autres en raison d'un déséquilibre de l'économie réelle provoqué par la toute-puissance de la finance. » Il faut arrêter. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme Nostradamus, tu peux faire dire ce que tu veux à Marx. Mais c'est pas faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ventes du capital de Marx sont en train d'exploser en ce moment. C'est parce que Marx est un spécialiste des cycles en économie. Mais c'est parce Alors, que il disait un coup ça monte, un coup ça descend. Et patapoum quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Mais alors, voilà, Comme donc... ça, t'en sais plus. T'as même pas besoin d'aller En plus, acheter il le avait des capital. hamsters dans sa barbe, et ça, personne ne le dit. Et alors, Marianne, pour essayer de nous éviter la déprime post-congrès du PS, décide de consacrer un dossier aux anti-Sarko, autres que ceux du PS. Et donc, on a plein de portraits de plein de gens, dont Fanny Capel. Alors, Fanny Capel, je l'aime bien parce qu'elle est prof de français, dans un lycée du 77, donc pas loin d'ici. Et elle reparle de ce que Sarko avait dit en 2007 quand il s'était moqué de la princesse de Clèves. Il avait dit mais à quoi ça sert de savoir qui est la princesse de Clèves? Vous vous rendez compte si on apprend ça aux enfants, où est-ce qu'on va? Et donc elle bon, c'est pas un truc de malade, mais elle fait étudier la princesse de Clèves avec ses jeunes et tout. Elle leur explique blablabla. Donc voilà. Donc il y a plein de gens comme ça dans Marianne cette semaine. D'accord. Et donc et pour terminer dans la revue Intello Politis, alors on apprend que la Société psychanalytique de Paris organisait ce week-end un colloque sur le thème de l'inconscient. Ils sont tous endormis. Mais non. Parce que c'est un sujet plus politique qu'on ne le pense, que la psychanalyse, ils nous le disent, a quelque chose à dire sur la société. Et donc Gérard Bail, qui est le chef de ces mecs-là, il dit aujourd'hui, défendre la complexité de l'individu, c'est aussi lutter contre la simplification qui le réduit à un fichier marketing, en fait, car il s'agit aujourd'hui de nous faire... On réduit un peu l'individualité à juste une cible pour publicitaire. Qualité et défaut. Voilà, et donc lui, il veut réhabiliter la complexité de l'individu. Les gens sont plus complexes. Et voilà. Moi, j'ai lu un Je vous ai dit que c'était pas si passionnant chiant. article sur est-ce que l'inconscient des Chinois est le même que ceux des Occidentaux. Tu l'as lu dans Chine Nouvelle. Ouais, je l'ai dit. L'organe de propagande chinois. Chine Plus. L'organe de propagande des gens qui font du commerce en Chine mais qui sont français. Bah alors pour terminer. L'inconscient, c'est rigoureusement le même. Mais c'est l'argent pareil. Non, c'est pas. Je pense pas. Bon, les lézards sont remplacés par des dragons. Basé sur des légendes. bases culturelles communes, donc à mon avis, c'est pas pareil. Enfin bon, c'est que mon avis. Ouais. Et donc pour terminer, alors pour se libérer des carcans de la société, il y en a qui ont d'autres moyens de parler avec leur inconscient, ce sont les sex-blogueurs. Donc là on en apprend ça dans l'hebdo vendredi, qui publie un billet de blog de Camille de Rue 69. Alors Rue 69 c'est la version coquine de Rue 89, je sais pas si vous connaissez. Ça. Non, Rue 69 non. C'est un peu un télo, c'est sympa, franchement c'est sympa, c'est du sexe intello quoi, voilà. Et donc la blogueuse elle a interviewé des gens, des sex-blogueurs, donc des gens qui mettent sur internet leurs fantasmes, c'est sex-blogueurs soft, mignon quoi, érotico, sympa, poétique, tout ça. Et donc c'est beaucoup de femmes qui font ça et elles ont été interviewées et elles disent qu'elles peuvent comme ça exprimer une autre partie d'elles-mêmes, qu'elles n'ont pas peur du jugement des autres, etc. Et donc elles s'épanouissent à travers leur sex blog. Donc voilà, je vous conseille ce soir. Quoi moi j'ai pas de sex blog. Non, j'en ai pas. Ah bon. Même si j'en avais un, je vous le dirais pas. Oh, ça veut dire que t'en as. Faut faire de la pub, faut que ça clique. Et pourtant, donc la grande starlette, hein. tais-toi Ludovic. Et la grande starlette du sex blogging en ce moment c'est Ruby Kabrac et c'est la star du sex blogging. Elle a quand même 54 ans et moi j'ai envie de lui dire chapeau. Parce que pour être sexy comme ça, être une star, 54 ans, moi je dirais c'est pas. Elle est sexy, il y a des photos? J'ai pas vu de photos, mais bon si c'est une star c'est qu'elle est sexy. Ruby Kabrac, donc c'est un hommage à Gottlieb, Ruby Kabrac. Sympa ça. Clairement. C'est gentil. C'est tout Judith? C'est tout. Allez au revoir. Merci. Au revoir. On va manger des chips. Ça nous mène à une question que je voulais poser tout à l'heure. Ça tombe bien.
la société est de plus en plus permissive pour tout ce qui concerne le sexe. Les enfants sont touchés plus vite par les images extérieures de sexe à la télé ou je sais pas quoi. Sur les kiosques, carrément sur les kiosques, dans la rue, il y en a partout. Est-ce que toi, qui donc a subi l'inceste, ça te choque cette intrusion du sexe dans la vie de tout le monde très tôt? Eh bien, l'une de nos membres a participé à une émission de télé dont le thème était est-ce que la pornographie peut provoquer le passage à l'acte entre les ados, par exemple, sur un enfant. Et notre membre, là, elle a été victime, elle, d'un ado qui avait 10 ans de plus qu'elle quand elle était petite. Et à chaque fois, avant d'abuser d'elle, il regardait des contenus pornographiques. Donc, je pense qu'il y a un âge pour tout. Et que moi, mes parents, ils s'envoyaient en l'air devant moi et ils faisaient des trucs devant moi qu'il fallait pas faire, quoi. Et je crois qu'on n'est pas prêt à 2 ans, à 3 ans à encaisser des choses comme ça. Et non, je pense qu'il faut respecter la maturité de l'enfant. Mais les filles à poil dans les publicités, dans les séries, dans les films, est-ce que... Moi je suis obsédé par les kiosques surtout. Il y a des mensuels de porno qui s'appellent Showbix ou je sais pas quoi, et les photos sont énormes et tous les gamins peuvent les voir, quoi. Surtout que c'est à hauteur de gamin en général. C'est bizarre. Ça va de pair avec beaucoup de frustration chez pas mal d'adolescents et on leur montre de plus en plus de cul. Donc toi tu penses que ça a quand même une influence même à la marge? Difficile de savoir. C'est difficile. Je pense que ça mériterait une étude. Je suis très étude, moi. Ouais. Oui, peut-être que ça a une fonction d'exutoire aussi. C'est peut-être une catharsis, un peu. Tant que c'est pour se masturber, ça va. Mais si c'est pour s'en prendre à la petite voisine de 4 ans... Voilà, il y a une maman dont la gamine est placée qui m'a appelé ce week-end et qui m'a dit ma fille de 5 ans a été agressée par un jeune de 14 ans dans le foyer. Bon. Voilà. Les mômes, on leur fait pas conduire des bagnoles à 5 ans, quoi. C'est le mot de la fin. Excusez-moi d'être un peu trivial dans mes expressions, mais oui, enfin... La première fois j'avais 6 ans, Isabelle Aubry, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. C'est pas forcément un cadeau de Noël, mais si le sujet vous intéresse. Aux victimes, ça peut être un cadeau de Noël pour les parents. Oui. Frères, sœurs. Et donc si on va aller sur le site de la IVI, c'est aivi.org. Tout à fait, pour les victimes de l'inceste. Merci Isabelle. Merci de votre accueil. Merci pour cette histoire véridique. Et à demain.